Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je me suis dit autant profiter du premier jour de soleil de mai qu'on a pour être dehors. Donc j'espère que ça vous plaira tant sur le côté plus sympa du décor, même si on est d'accord qu'avoir des piles de livres c'est toujours très sympa, et sur les sons euh, du jardin que vous pouvez avoir. J'espère que vous entendrez quand même quelques petits sons et ce serait sympa. Petit caf de l'après-midi parce que là effectivement c'était plus un temps à café qu'un temps à thé, mais je pense que je vais bientôt me remettre à faire pas mal de thé glacé d'avance ou des petites infusions pour la journée si ça continue avec des beaux temps comme ça. Et donc c'est parti pour l'update lecture. Alors la première lecture dont j'avais envie de vous parler, c'était Eden, de cette autrice islandaise que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu plusieurs livres de cette autrice et je vous la recommande fortement, déjà parce que je trouve qu'on lit pas assez forcément d'auteurs ou d'autrices islandaises, et surtout qu'en fait c'est surtout pour la qualité littéraire. J'aime vraiment beaucoup comme elle écrit, même si on lit des traductions. Je vous ai déjà parlé de ces livres là, j'avais vraiment beaucoup aimé Miss Island par exemple. Je l'ai découverte avec Rosa Candida que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, cette autrice-là, on est vraiment sur de la lecture qui pourrait ressembler un petit peu à la littérature japonaise, dans le sens où c'est beaucoup de contemplatif. C'est pas des choses, c'est des choses de la vie quotidienne que tout le monde pourrait vivre, plus ou moins, parce que généralement ça se passe en Islande. Et j'aime beaucoup parce que c'est des lectures apaisantes, mais qui font aussi du bien. Et il y a beaucoup aussi de sentiments. Les sentiments des personnages sont très présents, sans être un peu dans le gnangnan. Vraiment, je vous conseille de découvrir cette autrice-là. Et donc, pour Eden, on va suivre en fait Alba, qui est linguiste. Et de par son métier, du coup, elle fait beaucoup d'activités. Donc, elle fait des colloques, notamment des colloques sur la disparition de langues. Donc ça, en fait, elle parcourt un petit peu le monde pour assister à ces colloques-là. Elle donne aussi des cours à l'université et elle est traductrice pour des maisons d'édition, donc que ce soit des romans, des poèmes, etc. Et vous la suivez quand elle revient un peu de plusieurs colloques auxquels elle assistait. Et elle vit, elle, dans la capitale islandaise. Elle va découvrir qu'un terrain avec une maison est à vendre. Alors c'est un peu plus éloigné que la capitale et surtout sur ce terrain il n'y a pas grand chose. Comme vous pouvez vous imaginer, parfois en Islande certains terrains c'est soit avec beaucoup de roches, vous pouvez avoir de la lave, ou il y a du sable si vous êtes proche de la mer. Donc c'est pas forcément des terrains où vous pouvez cultiver quelque chose. Elle va avoir envie d'acheter ce terrain-là. C'est un petit peu surprenant pour sa famille, mais aussi pour le lecteur, parce qu'on voit qu'elle avait sa petite vie et que d'un coup, elle décide de changer complètement. Tout le long du livre, en fait, vous allez voir que vous n'allez pas avoir beaucoup d'éléments sur le personnage principal. On va vous donner un petit peu des éléments et c'est à vous de découvrir au fur et à mesure ce que le personnage vous cache et ce qui explique beaucoup de ses actions. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est ce qui rend la lecture un petit peu plus active. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas tout sur un plateau, c'est aussi à vous de déduire et découvrir certains éléments. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc vous allez découvrir pourquoi Alba va finalement décider de laisser tomber certaines activités, va un petit peu s'isoler là-bas et va décider aussi de commencer à planter des choses sur ce terrain où personne n'y croit. Parce qu'elle a en fait elle a un besoin de retour à la nature, à la vie un peu plus simple, et elle a besoin de s'isoler surtout. Et vous allez suivre ce personnage-là. Donc vous voyez que l'histoire, en fait, c'est pas une histoire impressionnante où il se passe mille choses. Mais à chaque fois avec cette autrice-là, c'est vraiment un bon moment, vous appréciez en fait être avec ces personnages-là. C'est à nouveau un personnage féminin et c'est pas toujours le cas parce que Rosa Candida c'est pas le cas, mais je trouve que quand elle choisit des personnages féminins, enfin elle le fait vraiment très bien et on s'attache vraiment au personnage, on a envie de passer plus de temps avec ce personnage. Et j'ai aimé le fait que finalement on avait l'impression d'être tout le temps avec ce personnage, et puis dès qu'il y avait des choses un petit peu plus sérieuses ou des choses un petit peu déplaisantes, on s'arrêtait, on passait un autre chapitre, comme si le personnage lui-même ne voulait pas trop nous en donner, ne voulait pas se renfermer un peu. Et j'ai trouvé que c'était bien de jouer aussi sur le style d'écriture en lien avec ce qui se passe dans l'histoire. Donc voilà pour Eden. Moi je vous le conseille énormément, et de toute manière je vous conseille énormément de découvrir cette autrice, même si
c'est traduit en islandais. Là, le fait que le personnage principal est linguiste, vous allez avoir beaucoup d'éléments sur les mots. Elle va expliquer les mots, même si nous on lit en français. Ensuite, quand elle va parler d'un mot, ça va être en islandais, mais en italique. Et en fait, elle va rebondir sur plusieurs mots qui sont utilisés, ou une situation, elle va penser à un mot et comment il est construit, ses origines, et que parfois c'est assez... soit bizarre que ce mot maintenant est utilisé comme ça, soit plutôt marrant que finalement ce mot soit venu dans la langue comme ça alors qu'à la base c'est pour ça. Donc les mots font partie intégrante de cette histoire et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ensuite, j'ai lu La vraie vie d'Adeline Dieudonné puisque j'avais découvert cette autrice avec Kérosène et Reste, donc son dernier roman, et vu que tout le monde parle de la vraie vie, qu'il a eu beaucoup de succès, et généralement quand on dit Adeline Dieudonné, les gens pensent à la vraie vie, et je me dis qu'il fallait vraiment que je découvre cette histoire, et j'ai vraiment pas été déçue. Par contre, je reste persuadée qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Finalement, un peu comme Kérosène et Reste, elle aborde quand même des sujets extrêmement compliqués. Il n'y a pas de chichi, c'est souvent cru, mais cru de vérité. Et elle décrit les choses comme elles sont, elle arrondit pas les angles. Et finalement, dans Reste, on était un peu sur un huis clos avec un personnage qui vit une situation vraiment très glauque, mais un peu une course contre le temps, et c'était un huis clos. Kérosène, c'était très particulier parce qu'en fait, vous switchez de personnages tout le temps. Tous ces personnes qui se retrouvaient à un moment T dans cette station-service, vous allez apprendre la vie de chacun. Là, vous êtes complètement sur autre chose parce que vous allez suivre une famille sur plusieurs années. On part sur quelque chose d'extrêmement standard. Vous êtes dans un lotissement, dans un pavillon, dans un lotissement. Un lotissement, tous les pavillons se ressemblent. Je pense qu'on est dans les années 80-90. Vous êtes dans une famille qui, sur le papier, extrêmement traditionnelle. Vous avez le père de famille qui travaille, la mère qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, et un garçon, une fille. Extrêmement standard, sauf qu'en fait, bon... c'est standard que sur le papier. Cette famille, elle est très compliquée. Surtout, en fait, c'est le père qui ne va pas du tout. C'est le père qui est l'élément violent de cette famille. Et donc, vous arrivez dans cette famille-là où les enfants... la fille, elle a 10 ans et elle a un petit frère. Et vous allez suivre de toute manière toute l'action par rapport à cette petite fille. Je suis pas sûre qu'on ait son prénom d'ailleurs, parce qu'elle parle en fait à la première personne. Et donc, vous êtes avec cette famille, vous comprenez que de toute manière il y a un gros problème puisque le père en fait ne va pas du tout, c'est quelqu'un qui a des crises de violence et d'agressivité. Vous comprenez que la mère en fait se fait, a des violences conjugales. Enfin, vraiment c'est pas du tout évident et que les enfants ont peur de leur père en fait. Et donc, dans ce contexte-là, va arriver en fait une scène assez atroce dont les deux enfants vont être témoins, mais en fait c'est un accident. Ils ont vraiment été au mauvais endroit au mauvais moment. Et l'époque et aussi les parents, en fait, comme ils sont décrits, fait que en fait ces enfants-là ne seront pas suivis psychologiquement suite à cet événement. On passe vite à autre chose, alors qu'en fait on peut se rendre compte qu'à cet âge-là, c'est quand même extrêmement violent d'assister à ça. Et ce qui va se passer, c'est que le petit frère, lui, suite à cet accident auquel il va assister, en fait, il y a quelque chose qui a cassé, en fait. C'est-à-dire qu'il va plus sourire, sa sœur voit bien qu'il a changé. Et donc à partir de ce moment-là, elle va se donner la mission d'essayer de revenir en arrière pour aider son frère, pour retrouver son frère, parce qu'elle a vraiment l'impression qu'elle a perdu son frère suite à ça. Déjà que c'est très difficile à elle d'accepter cet accident parce qu'elle a l'impression que c'est de sa faute alors qu'au final c'est un accident. Donc elle a cette culpabilité. En plus elle voit que son frère ne s'en remet pas, donc ce qui accroît sa culpabilité. Et ils doivent vivre dans cet enfer qui est ce pavillon, puisque vous avez ce père extrêmement violent. En plus il a dédié une pièce de la maison à... toutes les bêtes qu'il a tuées, il les fait empailler et il les met là comme des trophées. Donc ce qui explique en fait la couverture, puisqu'il fait même des safaris pour tuer des animaux. Donc tout le monde a peur de ce personnage-là, tout le monde a peur de quand est-ce que ça va être sa prochaine crise d'agressivité. Ils doivent passer à côté à chaque fois de cette pièce qui est extrêmement glauque, qui fait extrêmement peur. Et vous avez ce petit garçon qui est en train de sombrer et personne s'inquiète. Donc vous voyez un petit peu ce qu'elle nous fait. Elle nous met un peu, elle nous met des ingrédients, tous les ingrédients pour qu'à un moment ça explose. Et j'essayais en fait de me remémorer en fait à quel livre ça me faisait penser, parce que j'ai l'impression que ce genre
d'écriture-là, de ces histoires-là et de ce qu'elle a envie de démontrer, je l'ai déjà lu. Et en fait, je me suis dit que c'était en fait ce que vous pouvez retrouver dans les livres de Stephen King. En fait, c'est exactement ça. Vous n'avez pas le fantastique, hein, mais c'est le côté où il va prendre des personnages parfois horribles, avec des scènes atroces, et il va faire monter cette tension, et c'est ce qu'elle fait. Elle fait monter cette tension parce que vous les suivez au fil des années, et à un moment donné, vous savez que il y a quelque chose qui va se passer. Et même vous, en fait, cette tension, elle monte. Et j'ai dû parfois fermer ce livre et faire autre chose parce que c'était assez fort. Et même vous, en fait, après, vous en voulez à ces personnes-là. Et s'il y a des scènes de vengeance ou des scènes de violence, vous êtes limite content que ça arrive. Parce que même vous, vous en arrivez à être énervé par rapport à cette personne-là. Donc moi, je l'ai aimé, mais c'est clairement pas fait pour tout le monde. C'est clairement pas pour tout le monde. Même si tout le monde en parle et beaucoup de gens ont aimé, je le recommanderais pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de violence, c'est quand même très cru. Très cru dans la description. Hein. Et que c'est très difficile, en fait, les thèmes abordés. Et qu'elle nous balance juste les faits comme ça et sans mettre de fioriture et que tout le monde ne veut pas lire ça en fait. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est aussi ce que je retrouve chez Stephen King et c'est ça que j'aime. Et par contre je sais que c'est des lectures où je dois passer sur un livre beaucoup plus tranquille ensuite, des lectures beaucoup plus faciles parce que c'est quand même fort en émotion. Mais vous ressentez la tension et la peur et vous arrivez à avoir peur d'un personnage juste en lisant le livre et donc ça c'est quand même assez incroyable, mais pas fait pour tout le monde, attention. Ensuite, je vais passer rapidement dessus. J'ai lu un classique, donc je lis Les Rougon-Macquart dans l'ordre de publication. Et donc là, j'en suis au 3e qui est Le Ventre de Paris. C'était la première fois que je le lisais et j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si ici, Les Rougon-Macquart, on vous présente, c'est une fresque familiale où vous suivez des personnages, leur descendance, etc. Et vous voyez comment des vices sont donnés aux générations ou comment d'autres vices sont transformés. Là, vous avez quand même un personnage de la lignée Rougon-Macquart. Mais en fait, le personnage principal du Ventre de Paris, c'est les halles centrales de Paris. Donc ces énormes halles qui sont nouvelles au moment du récit, qui abritent du coup un marché gigantesque en plein cœur de Paris. Et vous avez ces descriptions de marché, de cette ambiance, des gens qui y travaillent. On parle souvent de surconsommation aujourd'hui à notre époque, mais quand vous lisez les descriptions des halles centrales, vous voyez que la surconsommation pouvait déjà exister avant, là au niveau de la nourriture. Et j'ai vraiment aimé, je sais qu'il y a des gens qui ont moins aimé parce que eux ce qu'ils aiment c'est les personnages et que là il y a plein de personnages mais vous suivez pas intensément un personnage en particulier. Alors il y en a un où l'histoire commence avec son arrivée à Paris et se termine par son départ de Paris, donc c'est en fait le fil conducteur de l'histoire, mais c'est pas lui le personnage principal. Vous avez un peu de politique, pas trop, parce que par exemple celui juste avant c'était la curée, vous avez quand même beaucoup de politique. Là vous en avez un peu moins, mais il y a quand même une intrigue qui est basée là-dessus. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, moi je vous le recommande si vous voulez lire certains Rougon-Macquart et que vous voulez pas tous les lire. Moi je pense que Le Ventre de Paris fait partie de ceux qu'il faut lire dans les Rougon-Macquart, même si là on est moins sur les personnages en eux-mêmes et plus sur Paris et ses fameuses grandes halles. Ensuite, j'ai lu le numéro 2 de cet auteur et il me semble que c'est la première fois que je lis cet auteur. Et j'ai vraiment aimé, mais parce qu'en fait quand on me l'a recommandé, on m'a dit que ça parlait d'Harry Potter. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas hésité, je l'ai lu tout de suite. En fait je me rappelle l'avoir vu sur les étalages sur les tables de librairie quand il est sorti en grand format. Je me suis pas du tout intéressée parce que en fait faut dire que le titre, mais c'est peut-être fait exprès, n'est pas du tout parlant, mais c'est peut-être fait exprès en fait, parce que d'un côté si vous mettez un livre avec Harry Potter, je sais pas, peut-être que vous allez pas avoir vos lecteurs habituels, peut-être que vous allez avoir d'autres lecteurs qui finalement vont se sentir biaisés par ça, enfin je peux comprendre pourquoi. Et sur la couverture de poche, vous pouvez peut-être comprendre que ça en fait ça ressemble un peu, c'est un clin d'œil aux uniformes de Harry Potter, mais léger. C'est vraiment quand vous lisez la 4ème, vous dites ok on va parler d'Harry Potter. Donc moi en étant en énorme grosse fan, j'ai aimé, mais je pense que vous pouvez apprécier cette lecture aussi si vous n'êtes pas fan, si par exemple vous avez aussi grandi avec tout ce phénomène Harry Potter, donc livres et films. Et si vous n'êtes pas fan, vous êtes passé à côté, bon peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre les enjeux de ce livre-là. Donc ici en fait, c'est une histoire fictive,
C'est pas du tout ce qui s'est passé. Par contre, tous les éléments concernant la saga Harry Potter, livre, film, et J.K. Rowling sont vrais. C'est juste que là, numéro 2, ça va être l'histoire du garçon qui est allé jusqu'aux dernières étapes de casting pour devenir Harry Potter. Il s'est retrouvé finalement en finale, on va dire, entre... le choix était entre Daniel Radcliffe et lui n'a pas été choisi. Et donc, comment quand à 10 ans, on a l'impression d'avoir raté sa vie en ratant le plus gros casting de sa vie, comment on s'en sort quand en plus on voit le succès qu'a cet acteur et cette saga, et que nous on est passé à côté. Donc c'est pour ça, numéro 2, c'est la vie en fait de celui qui n'a pas été choisi pour faire Harry Potter. Donc c'est pas du tout ce qui s'est passé en vrai, surtout si vous connaissez un petit peu l'histoire. Finalement ils ont casté je ne sais pas combien d'acteurs et ils ont voulu Daniel Radcliffe alors que les parents ne voulaient pas. Ils ont dû vraiment faire tout pour que les parents acceptent, parce que vraiment les parents voulaient absolument pas, donc il n'y a pas eu ce choix entre les deux. Mais en fait ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a relié des vrais faits avec son histoire, parce que vous avez aussi l'histoire de comment Daniel Radcliffe lui a été repéré. Donc vraiment en étant fan, ça a été vraiment un plaisir, parce que étant donné qu'il y a les vrais faits, c'est-à-dire les dates, on commence avant les années 2000, donc avec la sortie du premier Harry Potter 1 en livre, puis les films, puis au milieu des films vous aviez les livres qui continuent. Ça m'a énormément rappelé moi quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, tout ça, puisque c'est vrai que la génération où on a grandi avec cette saga, c'est quand même quelque chose qu'on garde en mémoire, et j'ai vraiment apprécié tous ces aimants là, parce que moi j'ai pu les raccorder avec moi ce que j'ai vécu quand on parlait dans l'histoire. Harry Potter 4 sort au cinéma, je me rappelais exactement quel âge j'avais, etc. quand ce film là est sorti. Donc là-dessus j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé découvrir cet auteur, j'ai trouvé que c'était plutôt fluide, ça se lisait bien, et pour autant c'était pas forcément simpliste la manière dont il écrit, donc ça j'ai vraiment apprécié. Alors par contre ici on est sur un anti-héros, donc je sais que des gens n'aiment pas parfois, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous suivez quelqu'un qui du coup a l'impression d'avoir raté sa vie, et du coup brasse que du négatif. Donc on est sur du négatif qui entraîne du négatif, etc. Donc ça peut être intéressant de lire ce genre de livre, mais il y a des gens, quand ils lisent, ils veulent pas lire ça, parce que c'est vrai que des fois on a envie de secouer le personnage et lui dire passe à autre chose, mais en fait c'est quelque chose qu'on peut même pas imaginer, parce que faut savoir que la saga Harry Potter a quand même battu des records, que ce soit en livre ou en film, quand il y a des choses qu'on n'a pas vécues ensuite, corrigez-moi sinon, mais le fait que des librairies ouvraient à minuit pour la sortie d'un livre, je suis pas sûre que ça soit encore beaucoup arrivé pour d'autres sagas par exemple. Le nombre d'entrées que chaque film faisait, donc c'est-à-dire qu'on pourrait se dire pourquoi il n'arrive pas à passer à autre chose. Il y a très peu de sagas qui ont eu ce succès et sur autant d'années en plus. Donc j'ai vraiment aimé le lien avec tout ça, c'est une histoire qui m'a paru plausible. J'ai vu des commentaires de gens qui trouvaient que, notamment par exemple la fin, les dernières scènes sont peu crédibles. Pour connaître la saga Harry Potter et connaître aussi les dessous de la saga, etc. et suivre ça encore maintenant, je trouve pas que ce soit pas du tout plausible en fait. Peut-être que quand on connaît pas forcément tout ce qui est acteurs, les films, les studios, tout ça, peut-être qu'on se dit que c'est pas plausible pour être encore à fond dans cette saga là. Je trouve que ça l'est, donc après avoir. Si vous aimez cet auteur, que Harry Potter ça vous dit absolument rien, que vous n'avez pas vécu forcément toute cette euphorie, etc., je sais pas si ça va vous plaire, parce que c'est quand même central dans ce livre-là. Par contre, si vous êtes fan ou si vous avez grandi avec cette saga, je pense que vous allez beaucoup aimer, même si c'est pas du tout un personnage principal qu'on apprécie en fait. Donc c'est intéressant aussi des fois de lire des livres où on déteste. Je dirais pas qu'on le déteste, mais on est un peu blasé par le personnage principal. Ensuite, pour la dernière lecture que je vais vous présenter, donc j'ai lu Felicita de Serena Giuliano. Donc je crois que j'ai lu tous ses livres maintenant, et là c'est le dernier sorti. En fait, pourquoi j'aime lire cette autrice, c'est parce que donc elle est italienne et elle arrive en France
quand elle était plus jeune. Et dans tous ces livres, vous avez une région d'Italie que vous allez découvrir et elle le fait découvrir tellement bien. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau de la nourriture, au niveau des paysages, à chaque fois que vous finissez un livre de cette autrice, vous avez envie d'aller en vacances là-bas. C'est incroyable. Par contre, c'est des livres qui se lisent vite, généralement en une journée c'est fait. Elle arrive à mettre à chaque fois dans ses histoires une problématique, un sujet de société centrale, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose où tout se passe bien, on rigole et tout va bien. Il y a quand même des vrais sujets qu'elle évoque dans ses livres. Après par contre voilà, c'est des lectures que vous lisez vite, qui se passe bien, enfin qui se passe bien dans le sens où votre lecture se passe bien, c'est moins prise de tête que certaines lectures, et elle aime bien mettre de l'humour aussi dans ses livres, et donc ça c'est très appréciable. Et donc ici avec celui-ci vous allez découvrir la région du lac de Côme, que je ne connaissais absolument pas, et le personnage principal vit à Milan aussi, donc vous découvrez aussi un petit peu la vie milanaise, donc ça c'était très sympa aussi à découvrir. Donc vous allez suivre Valentina, je pense qu'elle le prononce comme ça, qui elle est wedding planner et organise des mariages sur le lac de Côme. Et donc on la suit en fait dans cette activité là. Le seul souci c'est que en fait elle n'y arrive plus dans sa vie parce qu'elle vient de perdre sa meilleure amie. Enfin quand l'histoire commence ça fait déjà quelques mois. Donc elle a perdu sa meilleure amie. Elles vivaient toutes les deux à Milan, elles passaient leur journée ensemble. Je crois que c'est une amie depuis l'enfance en plus. Elle n'arrive pas à s'en remettre en fait. Donc c'est extrêmement difficile pour elle de se concentrer sur organiser le plus beau jour de la vie de ses clients quand elle-même n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et donc c'est ça l'histoire et comment en fait elle fait pour s'en sortir. C'est pas mon préféré, il y en a d'autres où j'ai beaucoup plus apprécié. Peut-être qu'aussi là, c'est vrai que ces livres précédents c'était des destinations de vacances. Là, Lac de Côme et Milan, vu qu'en plus elle arrête pas de faire les allers-retours, tout ça, j'ai moins ressenti cette ambiance-là. Et Milan, c'est pas forcément une ville non plus qui... C'est pas forcément une ville où on va passer ses vacances, c'est une ville qu'on découvre, mais moi j'estime pas forcément pour des vacances. Et donc du coup il y avait moins ce côté j'ai envie d'aller là-bas, surtout qu'il y a eu plusieurs fois dans ces livres, les personnages principaux arrivent dans une ville et sont là pour quelques jours pour une raison. Et donc il y a ce côté un petit peu ambiance de vacances, ambiance de break, etc. Là en fait elle continue à travailler tout en s'en sortant pas, donc c'est assez différent par rapport à ses autres livres, mais j'ai quand même aimé découvrir tout ça. Après moi aussi je suis pas du tout mariage, donc c'est vrai que cette thématique là, bon, ça me faisait pas rêver, mais c'était assez drôle parce qu'elle nous a présenté à chaque fois des clients différents qu'elle avait avec des demandes à chaque fois assez particulières. On n'était pas du tout sur des mariages standards, et donc ça c'était le côté un petit peu drôle. Je trouve que l'humour là elle l'a glissé dans le profil des clients de cette wedding planner. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas cette autrice, je vous conseillerais pas forcément de commencer par celui-ci, il y en a d'autres qui sont plus sympas. En tout cas, là, elle en a déjà écrit 1, 2, 3, 4, c'est le 5e. Donc franchement, vous avez le choix. Moi, je vous conseille de lire la 4e de couverture et sinon de choisir sur les destinations. Genre, vous avez envie de lire un livre qui vous donne envie d'aller dans cette région-là ou vous préparez vos vacances dans cette région-là, vous pouvez lire ces livres à elle. Vous allez avoir plein de petits tips pour organiser vos voyages et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et aussi... on vit dans la même région, donc j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer et donc c'est toujours très sympa quand on arrive aussi à... on a l'impression qu'on arrive à... que c'est une autrice qui est un peu plus proche que certaines. Vous pouvez la suivre sur Instagram aussi, ses stories sont très très drôles. Donc voilà pour l'update lecture, j'espère que vous a plu, j'espère que vous a donné envie de lire certains livres. J'ai essayé de faire rapide pour vous présenter plein de livres. Maintenant j'espère que vous n'avez pas trouvé ça un peu trop bâclé ou trop brouillon. J'espère que je vous donne assez d'éléments pour vous donner envie de lire ou assez d'avertissements pour vous dire ah peut-être que vous n'allez pas vers ce livre là. Donc dites-moi si vous préférez quelque chose de peut-être un peu plus fourni. J'essaie de vous donner le moins de détails possible dans les livres pour aussi que vous découvriez un peu l'histoire, donc j'espère que ça vous a plu. Et voilà un peu pour les livres que j'ai lus depuis début 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi je retourne à notre vidéo. Salut. Oh